Mali et le Niger, confrontés donc à plusieurs années de pression et de guerre terroriste, l'accès au port et au marché du Sud est une question stratégique pour le Ghana. Le corridor vers le nord, notamment au Burkina Faso, représente également un enjeu économique majeur, à savoir sécuriser cette route. C'est protéger les échanges, les approvisionnements, mais surtout de capitaliser, de rentabiliser, notamment autour de son partenaire stratégique qu'est le Burkina Faso. Mais derrière cet accord se dessine peut-être une question beaucoup plus large qui nous permettra d'en savoir un peu plus. Eh bien, sommes-nous en train d'assister de manière beaucoup plus progressive à une nouvelle recomposition, notamment de l'architecture sécuritaire au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec potentiellement une forme d'adhésion tacite de la part du Ghana, notamment à la défense, à cette vision sécuritaire portée notamment par le Burkina Faso. On y reviendra de fond en comble. Présent. Il y a ce que vous avez d'ailleurs qualifié sur ce plateau de djihad économique qui est désormais, on va dire, l'arme que semble agiter le djihadisme, mais on sait tous pour qui il travaille, pour tenter d'asphyxier cette fois-là de manière beaucoup plus économique les pays de l'AES en vue de tenter effectivement de créer d'abord de l'inflation qui va peut-être aboutir à une forme de revendication sociétale et autres et à terme obtenir notamment le départ ou alors les renversements de ces régimes. Alors, comment interprétez-vous davantage cette forme de guerre qui est opposée aujourd'hui aux États de l'AES? Est-ce que finalement, sur le plan militaire, on s'est dit on est battu, il faut attaquer un versant beaucoup plus conséquent et considérable, c'est-à-dire les versants économiques, en bouchant et en bouclant notamment tous les corridors d'approvisionnement. Ça, on l'a vu avec le Niger. Il a fallu notamment que la Chine s'éleva pour demander, passez-moi l'expression à l'époque, au président Talon, d'essayer de normaliser, de domestiquer, on va le dire, c'est un peu excessif, mais c'est tout comme ces bandits de grand chemin qui voulaient saboter le pipeline, notamment qui servait de transit des hydrocarbures du côté du Niger. Au Burkina, au Mali, c'est récurrent. D'ailleurs, récemment, le convoi d'hydrocarbures qui devait alimenter Bamako, l'un des camions d'ailleurs a été la cible des groupes terroristes. Le Burkina n'échappe pas à cette réalité, mais sauf que là, on vient de fortifier ses arrières avec le Ghana. Bon, fondamentalement, le djihad économique, c'est pas compliqué. C'est une stratégie, Fabrice. C'est une stratégie bien pensée, consistant à saboter les corridors commerciaux stratégiques qui permettent, n'est-ce pas, d'approvisionner les marchés des pays du Sahel, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, non seulement en denrées stratégiques comme le pétrole, le carburant, etc., mais même saboter le commerce de manière à paralyser le fonctionnement de ces pays-là. C'est ça le djihad économique, mon cher Fabrice. C'est la guerre hybride. C'est la guerre hybride. C'est-à-dire Macron fait ce qu'il accuse d'autres de faire. C'est-à-dire qu'il dit que la Russie mène une guerre hybride contre la France en Afrique, mais c'est ce que lui fait. On est là dans le cas de la guerre hybride. Et pour aller par derrière proposer le pompier pyromane. Il dit que, ok, d'accord, tu as vu que j'ai une capacité de puissance extraordinaire, pour mettre fin à ça, tu viens négocier avec moi. Bon, il faut être bête pour le faire passer, ça ne changera rien du tout. Alors, parce que c'est là toute question de vous dire, okay, mais qu'est-ce qu'on va faire des terroristes là? Vous entendez qu'il y a des armées de 1000, 2000 hommes, 5000 hommes, ça sort d'où? Ouais, que c'est profond, c'est sérieux. Et moi, je suis toujours ému, Fabrice, pour ne pas dire épaté, par le fait que, on a l'impression que les Africains ne prennent pas conscience de la gravité de cette affaire-là. Fabrice, ce sont des armées terroristes qui sont déployées sur le continent, Fabrice. Ce sont des armées. Donc il y a ça. Donc, à défaut de faire la guerre terroriste directement, c'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre, le djihad économique qui consiste, comme je l'ai dit, à paralyser les corridors commerciaux. Donc, le Mali vit ça, le Burkina vit ça. Je dois vous rappeler que le Burkina, c'est pratiquement 40 zones du pays qui sont pratiquement coupées du reste du pays. Et dans le nord du pays, le nord-est du pays, à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, ces zones-là, Fabrice, l'accès des denrées de nécessité, des denrées vitales, il faut que les forces de défense et de sécurité accompagnent les convois.
Que ce soit les convois humanitaires ou pas. Les militaires doivent accompagner les convois. Ça veut dire que mais, ce n'est pas... comment on dit ça? Ce n'est pas... c'est pas facile. Vous ne pouvez pas dire que c'est la guerre, mon cher Fabrice. Vous avez beaucoup de zones au Burkina sont sous état d'urgence. Ça peut vous dire que c'est pas un jeu. Donc, particulièrement, vous avez des axes importants comme l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ou dans la zone de Gawa et la région nord-est du Burkina Faso. Les terroristes veulent le sanctuariser, veulent la sanctuariser. Parce que ça veut dire, c'est-à-dire ils veulent s'installer là-bas. Tout à fait. Et dire que ici c'est pour nous, un peu comme en Syrie, vous tolérez ça, mais vous êtes finis parce que c'est à partir de là-bas qu'ils vont organiser la conquête des autres zones stratégiques. Pourquoi pas se projeter jusqu'à aller au niveau de la capitale. Donc, quand vous regardez la carte du Burkina Faso, vous voyez très bien, Fabrice, que ces zones-là sont adossées à deux frontières qui sont très proches, la frontière Ghana et la frontière Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut que saluer et comprendre le fait que, n'est-ce pas, ces accords soient signés entre le Ghana et le Burkina Faso pour gérer cette affaire-là. Je voulais vous rappeler qu'en termes d'importation, je vais vous donner des chiffres, en termes d'importation, le Ghana, Fabrice, est le premier partenaire du Burkina Faso. Burkina Faso, ouais. Quand vous voyez les chiffres, je vais les trouver. Allez-y, les chiffres là, vous voyez, je vais vous donner les chiffres. Le premier fournisseur africain du Burkina Faso, avec près de, Fabrice, 113,4 milliards de francs CFA d'importation. Fabrice. C'est-à-dire, on est au 4e semestre 2025. Vous voyez que c'est vital. C'est un accès vital pour le Burkina Faso. C'est vital pour l'économie du pays. Donc, or, c'est à ce niveau que les djihadistes, les terroristes, n'est-ce pas, attaquent. Ils ne sont pas fous. C'est-à-dire que pour rendre justement cette activité commerciale impraticable. Donc, pourquoi? C'est-à-dire que lorsque, Fabrice, les corridors sont sécurisés, il y a de la prévisibilité en matière commerciale. Mais lorsque les corridors ne sont plus sécurisés, Fabrice, il y a de l'imprévisibilité. Il n'y a rien de pire que ça. Non seulement pour le Burkina Faso et pour les populations de ce pays-là, les commerçants des deux côtés. C'est ça l'enjeu du djihad économique. Bon, on est heureux que, n'est-ce pas, les deux pays aient pris acte de cette réalité. D'autant plus que, je vous donne tous les éléments, le 14 février 2026, cette année, il y a eu une attaque terroriste contre le terrorisme. Moi, je dis l'attaque de la France et de l'OTAN contre le Burkina et les pays du Sahel. Moi, on dit attaque terroriste. C'est l'attaque, c'est l'OTAN, la France en première ligne, et l'Union européenne qui attaque ces pays-là vers les groupes terroristes. Donc, le 14 février 2026, il y a eu une attaque à Tchitao, au nord du Burkina Faso. Et ça a amené, Fabrice, parce que ça fait 8 victimes, ça a amené le Ghana à suspendre temporairement, n'est-ce pas, les importations de tomates au Burkina Faso. Vous voyez l'impact? Vous voyez l'impact? Sur l'assiette fiscale, mais également dans le cadre du quotidien. Mais un corridor commercial, Fabrice, c'est vital pour un pays. C'est vital. Vous voyez très bien que il faut alimenter les marchés burkinabés en produits qui soient en mesure de satisfaire la demande locale en la matière. Fabrice, quand ces circuits d'approvisionnement sont rompus et attaqués, la population vit très mal. Ses conditions de vie sont dégradées. Quelle est la conséquence? C'est pour les amener à rallier les djihadistes. C'est ça l'enjeu. C'est pour les amener à rallier les djihadistes. Donc, l'enjeu en matière de sécurité est très important, Fabrice. Et il faut saluer ça. Il faut saluer, n'est-ce pas, l'accord qui est entre le Ghana et le Burkina Faso. D'autant plus que le voisin d'à côté, la Côte d'Ivoire. Et c'est là toute la contradiction. Il n'y a pas de commentaire. Oui, on voit très bien comment... Il n'y a pas de commentaire. La Côte d'Ivoire, c'est... On voit très bien comment le Ghana fait tout pour tenter de sécuriser. Parce que mon expression, c'est avoirs, contrairement à la Côte d'Ivoire, qui lui également joue ce même rôle au profit du Mali, mais qui fait preuve d'une forme de passivité quand même assez inquiétante. Non, vous êtes gentil. Base arrière. Comment? La base arrière. La Côte d'Ivoire, c'est la base arrière. Imaginez une coopération réelle
entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ben, vos soi-disant terroristes, là, ils auraient détraité sur le problème. Mais c'est pas l'État ivoirien. C'est un proxy de la France. On a eu quelquefois des frémissements de la part d'Abidjan qui quelquefois tentait de revoir sa politique commerciale avec l'US. On se souvient notamment sur la question douanière qui avait revu notamment sa question de... Ce n'est pas de la charité. Oui, mais qui avait tenu compte notamment de la réalité économique qui commençait à... Ce n'est pas de la charité. C'est la Côte d'Ivoire dépend de ces pays-là au niveau commercial, Fabrice. C'est beaucoup de milliards, ce sont des centaines de milliards que le commerce avec le Mali, le commerce avec le Burkina, et si on prend le cas du Mali, rapporte à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la philanthropie. Mais Fabrice, mais ça n'empêche pas. Est-ce que ça n'empêche pas la Côte d'Ivoire d'être un proxy de la France en la matière? Puisque c'est assumé ouvertement par M. Ouattara. C'est assumé. C'est que Fabrice, il a seulement été dépassé par la résilience militaire des pays de l'AES, c'est tout. Mais c'est assumé de la part de la Côte d'Ivoire. Comme ça a été longtemps assumé par M. Talon quand il était à la tête du Bénin. Et jusqu'aujourd'hui, si on prend le cas du Bénin, pourquoi malgré la visite de M. Ouadani au Niger, la frontière n'est pas ouverte? Pourquoi? Elle est toujours restée fermée. Alors, pourtant, on nous a dit que c'était le président de l'ouverture qui ne... Je vous ai dit. Qui ne venait pas... Je vous dis, ce n'est pas une visite théâtralisée, n'est-ce pas, qu'on règle ce genre. Le problème, il est sérieux. Le problème, c'est Fabrice, c'est l'alignement géopolitique du Bénin. Pour parler du Bénin, comme c'est le cas de l'alignement géopolitique, j'allais dire de la vassalisation géopolitique de la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai débat. Ça fait donc que la Côte d'Ivoire, Fabrice, ne peut pas être un partenaire dans la sécurisation des corridors stratégiques. Même si, de temps en temps, elle est obligée, par réalisme économique, parce que c'est de l'argent qui entre en Côte d'Ivoire. Que ce soit la vente de l'électricité, les échanges commerciaux, la Côte d'Ivoire gagne énormément d'argent sur ces pays-là, mon cher Fabrice, au niveau des recettes douanières. J'espère que vous le savez. Voilà. Donc, simplement, voilà. La structure de l'État ivoirien, sa vassalité géopolitique fait que, Fabrice, on peut compter sur la Côte d'Ivoire pour lutter contre ce qu'on appelle pudiquement le terrorisme. Alors c'est désormais clair. Voilà pourquoi le Ghana et le Burkina Faso ont renforcé, Fabrice, une dynamique qui existe depuis, parce qu'il y a une commission mixte, Ghana, Burkina Faso. Je crois qu'il était à sa 13e session. Ils ont siégé le 20 février 2026. Donc, on est passé à un accord précis, plus précis, n'est-ce pas, qui va au-delà du commerce et des échanges classiques, mais on est passé là à un accord précis en matière de défense entre les deux États, incarné par la présence de deux ministres, de ceux qui, pour le Burkina, le général qui gère la défense, et au Ghana, c'est lui qui fait office de ministre de la Défense. C'est là qu'il s'agit. Alors, il est désormais clair pour tout le monde que, notamment si on fait la lecture comparée entre les rapports entre Ouagadougou et Accra, et de l'autre côté Bamako et Abidjan, qu'il y a clairement de la mauvaise foi de la part. Alors, on joue clairement un rôle de la part d'Abidjan parce que rien n'empêche également Abidjan de pouvoir nouer un accord de défense similaire, ce d'autant plus qu'on est rattrapé par les mêmes réalités. Il ne peut pas. Il y a un État, je dis, qui est un vassal géopolitique de la France et qui vit géopolitiquement parlant par le fait qu'il est une base arrière, n'est-ce pas, pour les actions terroristes. Je parle de la Côte d'Ivoire. Le Ghana nous a dit que, bon, moi, je crois à l'AES, je suis panafricaniste, etc. Moi, je me méfie du Ghana, il vous a dit ça. Je vous ai dit depuis que moi, je me méfie du Ghana. Mais maintenant que il y a des actes comme ceci, je salue. Parce que vous savez, le Ghana, depuis Nkrumah, mon cher Fabrice, c'est plutôt, j'allais dire, un processus de dépanafricanisation du Ghana qui est à l'œuvre depuis la mort de Nkrumah. Et que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les héritiers de ceux qui ont liquidé Nkrumah. Donc, excusez-moi, moi j'ai le droit d'être prudent. Mais les imbéciles ne changent pas. Donc on ne peut que saluer les efforts du nouveau président, du président ghanéen, qui depuis John Dramani a fait du panafricanisme une espèce de levier pour repositionner le Ghana
dans les relations internationales en général et dans les rapports africains. Mais le panafricanisme, ce n'est pas un levier. Ce n'est pas un levier. C'est la voie qui permettra à l'Afrique de s'en sortir. Ce n'est pas un levier, Fabrice. Tout le monde, levier. Le Togo, levier. Tout le monde dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le panafricanisme. C'est plus, c'est la seule voie. Fabrice, c'est l'unité de l'Afrique. Si on ne fait pas comme Nkrumah proposait, à savoir l'unité politique du continent, mais on fait autrement. On fait autrement. À savoir. Là, ça monte un chemin. D'accord. Et puis, la nécessité de reconfigurer l'Union africaine pour faire de l'Union africaine un cadre réellement, un endroit où les Africains, en dehors des ingérences, pensent l'avenir géopolitique du continent. C'est une voie, Fabrice. L'AES, c'est une voie. Il y a plusieurs voies, mon cher Fabrice. Mais, ce n'est pas le levier. Un levier, c'est qu'un État se sert comme ça, de manière stratégique, ou bien en termes de communication stratégique, de la puissance du panafricanisme, mais alors qu'il n'est pas réellement dans une dynamique panafricaniste, il est dans un nationalisme, Fabrice, entre guillemets, chauvin. Alors, la question c'est de savoir, peut-être pour sortir cette réflexion, jusqu'où ira donc le président John Dramani dans peut-être sa dynamique d'asseoir effectivement cette réelle politique dans son pays. Il reprend à son compte le discours panafricaniste, il montre quand même certaine ouverture d'esprit, mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce qu'il ne faudra pas clairement embrasser totalement la cause? Non, il ne faut pas désespérer. Je fais une lecture simplement réaliste, mais il ne faut pas. Au contraire, je vous dis, les pays africains n'auront pas le choix. On n'aura pas le choix. Si on n'est pas unis, on va crever dans ce monde-ci. On sera recolonisé. Peu importe les formes sophistiquées que cette recolonisation prendra, comme avec la ZLECAf, tout ça, traité de libre-échange, n'importe quoi. Donc, ces formes raffinées vont s'imposer. Mais la vie concrète des populations sera terrible. Fabrice, ça va être c'est l'esclavage sous la forme de libre-échange. Mais Fabrice, qui peut aimer l'esclavage? Qui peut accepter la condition d'esclave? C'est vrai qu'il y a des esclaves heureux, mais leur raison d'être, c'est justement de susciter les esclaves maintenant qui disent qu'il faut casser l'esclavage. Donc les pays africains n'auront pas le choix. Il n'y a pas d'autre voie. Vous avez vu comment l'AES est née? L'AES est née parce que c'était trajectoire constatée que on a dû disparaître. Alors c'est ça qui a fait la naissance de l'AES. Alors donc je pense que les Africains n'auront pas le choix à ce niveau-là. Il faut continuer à faire ce travail, il faut continuer à approfondir la réflexion sur comment opérationnaliser le panafricanisme au XXIe siècle. Il faut continuer à le faire en tenant compte de la situation de fragmentation du continent, mais il n'y a pas d'autre voie. Donc nous suivons de très près les évolutions qu'il y a au Ghana, nous suivons les velléités panafricanistes du président Dramani, je préfère appeler ça comme ça, parce que je regarde encore, je salue ça. Chaque fois que les actes seront posés, nous allons saluer, nous allons encourager, comme là maintenant, cet accord avec le Burkina Faso qui renforce, n'est-ce pas, la coopération entre les deux États dans le sens de lutter contre les menaces qui pèsent sur les corridors commerciaux. C'est une bonne chose. Mais Fabrice, le panafricanisme, c'est plus que ça. Ce n'est pas une réaction à une situation, à une conjoncture. C'est une pensée stratégique et géopolitique. Merci. Merci à vous, Président Badakani. La dernière dorsale de réflexion, elle sera posée dans un court instant. Le temps sera également donné aux internautes pour contribuer peut-être pour un quart d'heure et peut-être un peu plus dans le cadre de À vous l'antenne. Et derrière, on mettra la clé sous son place à la transition. Derrière, on continue à scruter